La deuxième famille de modèles qu'on va voir, ce sont les modèles probabilistes génératifs, qui sont le sujet de la section 4.2 du livre de Bishop. Disons que, d'une certaine façon, c'est probablement les modèles les plus intuitifs qu'on peut avoir. Et pour illustrer ça, je vais revenir sur un exemple qu'on a vu en classe, qui est celui de l'examen de mathématiques, qui a été suivi par un groupe d'étudiants provenant du département de mathématiques et un autre groupe d'étudiants qui provient du département d'informatique. Alors, je vous résume l'histoire. Donc, on suppose que les étudiants en maths ont mieux performé à l'examen de mathématiques parce que ça fait partie de leur intérêt dans leurs études, tandis que les étudiants d'informatique, ayant peut-être un peu moins d'intérêt, un peu moins la bosse des mathématiques, ont eu une note un peu moins bonne. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai déjà, j'aurais une première courbe que j'ai pas mis, que ça serait l'histogramme de toutes les notes obtenues par tous les étudiants indistinctement dans le cours. Ce serait une espèce de courbe comme ça ici, qui serait, cette courbe-là ici, serait P de X. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir une certaine note. Donc c'est l'histogramme, ni plus ni moins de toutes les notes qui ont été obtenues. Et là, j'ai une première courbe ici, qui est la courbe associée à la distribution de probabilité ou l'histogramme des notes obtenues pour tous les étudiants d'informatique. Donc ça ici, c'est les étudiants d'informatique. Donc on voit que en moyenne, ils ont eu de moins bonnes notes que les étudiants ici de mathématiques. Alors, si je vous demandais si, considérant que vous connaissez la distribution des étudiants en informatique, la distribution des étudiants en maths, et je vous demandais si un nouvel étudiant arrivait et avait la note ici XI, et qu'un autre étudiant arrivait puis qui avait la note XJ, à quelle classe appartiendrait-il? Okay? Serait-il issu du département de mathématiques ou du département d'informatique? Ben, il est assez facile de voir que si XI a eu la note que voici, qui est une note assez élevée, mais probablement qu'il est au département de maths parce que la probabilité, en vertu de notre modèle, la probabilité d'être en mathématiques est beaucoup plus élevée que la probabilité d'être en informatique. Et dans l'autre cas ici, on voit que la probabilité d'être en maths est relativement faible, alors que la probabilité d'être en informatique est beaucoup plus élevée. Donc là, ça devient assez simple de faire de la classification. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? C'est deux distributions qui sont des distributions jointes. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai une virgule ici. C'est des distributions jointes pour les résultats obtenus par les étudiants en informatique et les résultats obtenus par les étudiants en maths. Et ça, on l'a vu précédemment. Donc, ça, c'est un a priori. Et ça, c'est un a priori aussi. Et l'autre terme, c'est la vraisemblance. Vraisemblance, même chose ici. Donc, on a un terme a priori fois un terme de vraisemblance. Et classé comme ça en fonction des probabilités observées, ça revient ni plus ni moins à appliquer un seuil le long de l'axe des X. Et le seuil tombe où? Ben exactement là où les deux courbes vont se croiser. Donc, en d'autres mots, le seuil, c'est la valeur ou la note telle que la première distribution jointe, ici, est égale à la deuxième distribution jointe. Et là, le critère de classification peut être résumé comme suit, c'est-à-dire que si j'ai une note qui m'est donnée, puis je regarde la probabilité d'appartenir en informatique, donc la jointe, qui est l'a priori fois la vraisemblance, si ça ici c'est plus grand que la probabilité d'être en maths, alors j'en conclus que l'étudiant est en informatique. Sinon, j'en conclus que l'étudiant est en mathématiques. Donc, il est à noter qu'une formulation qui est comme celle-ci est en fait un maximum a posteriori. Alors, comment affirmer une chose pareille? Ben, en fait, ici, ce qu'on cherche à connaître, c'est une cible qui est une classe binaire T. Donc, on cherche à avoir la probabilité P de T qui est la plus élevée. Donc, la classe dont la probabilité P de T étant donné X est la plus élevée. Donc, ça, c'est l'a posteriori. A posteriori. Et avec Bayes, je ne l'ai pas écrit ici, là, mais avec Bayes, on peut démontrer que ça ici, c'est égal. Donc, ça ici, c'est égal à P de X étant donné T fois P de T divisé par P de X. Et comme P de X est indépendant de T, ça ici, on peut éventuellement l'ignorer parce que c'est indépendant de T. Donc, ça revient à prendre
la vraisemblance fois l'a priori. Donc, si j'émets l'hypothèse que la distribution de vraisemblance ici en informatique et la distribution de vraisemblance en maths sont deux distributions gaussiennes, donc voici les deux distributions gaussiennes. On a ici la moyenne obtenue à l'examen par les étudiants en informatique et la moyenne à l'examen obtenue par les étudiants en maths, ainsi que la variance des étudiants en informatique, la variance des étudiants en maths. Bon, ben ça me donne deux gaussiennes ici. Et j'ai aussi l'a priori. Donc l'a priori, je vous rappelle, c'est quoi? C'est si je prends un étudiant au hasard dans la classe, c'est quoi la probabilité qu'il soit en informatique ou en mathématiques? Donc typiquement, s'il y a autant d'étudiants en informatique qu'en maths, ben l'a priori en informatique ou en maths, c'est 1,5, une chance sur deux. Puis si bon, les classes sont débalancées, ça s'obtient ni plus ni moins en calculant des proportions d'étudiants en informatique et en maths. Donc c'est le nombre total d'étudiants en info divisé par le nombre total d'étudiants dans la classe, et même chose pour les étudiants en mathématiques. Donc, l'algorithme que j'appelle, moi, l'algorithme du seuil, entre guillemets, optimal, OK? Donc, c'est l'algorithme qui revient ni plus ni moins, je reviens en arrière, à appliquer le seuil qui est ici, OK? C'est l'algorithme où, à chaque fois qu'on veut classer un nouveau point, ben, on regarde la probabilité d'appartenir à une classe, la probabilité d'appartenir à l'autre classe, et on assigne la classe qui est la plus probable entre les deux. Euh, Ben, en fait, l'algorithme est le suivant. Ça commence ici avec quoi? Avec une phase d'entraînement. Hein? L'entraînement, là, c'est ni plus ni moins quoi. L'entraînement, c'est je prends des données étiquetées, OK, donc des données issues de mon ensemble D, et je calcule les paramètres de mes gaussiennes. Donc, je calcule la moyenne des étudiants en informatique, la moyenne des étudiants en maths, la variance en informatique en maths, ainsi que les proportions, ou enfin l'a priori, mathématiques et informatique. Donc, l'entraînement est extrêmement simple. C'est juste calculer les paramètres de deux gaussiennes ici parce que c'est une classification de classes. Et là, par la suite, qu'est-ce que je fais? Ben, chaque fois que j'ai une nouvelle note que je veux, ou un étudiant qui arrive et que je veux le classifier, ben, je regarde la probabilité d'être dans la classe info, la probabilité d'être dans la classe maths, et puis en fonction de laquelle des deux probabilités est la plus élevée, je vais classer l'étudiant comme faisant partie du groupe informatique ou mathématiques. Donc ça, c'est assez intuitif. Ce qui est peut-être un peu moins intuitif, c'est de réaliser que l'algorithme de la page précédente, c'est pas un classifieur linéaire, on n'est pas loin, mais c'est un classificateur quadratique qui suit une équation qui ressemble à ça ici. Donc, comment faire pour démontrer ça? Mais en fait, c'est pas très compliqué. Hein? On a dit que le seuil, c'était celui tel que la probabilité d'être dans une classe égale à la probabilité d'être dans l'autre classe. Ben, en fait, si on développe un peu, on a donc l'a priori informatique et mathématique. Si je remplace les deux vraisemblances par une distribution gaussienne, et que je simplifie. En fait, j'utilise un logarithme naturel pour éliminer l'exponentielle de chacun des côtés. Et là, je vois ici que j'ai une parenthèse avec un exposant 2, une autre parenthèse avec un exposant 2. Donc, si j'isole d'un côté les paramètres associés, en fait, les paramètres W associés à x au carré, à x et un biais, ben je peut assez facilement démontrer que le premier paramètre est obtenu par l'équation suivante, le deuxième par l'équation que voici, et le troisième qui est le biais qui est donné par l'équation que voici. Donc cette preuve-là, je vous laisse à faire à la maison, c'est pas très difficile. C'est de l'algèbre de base. Un cas particulier, c'est celui pour lequel la variance, ou enfin l'écart type ici, des deux classes est la même. Donc, quand la variance ou l'écart type est la même pour les deux classes, ben là, je me retrouve, j'ai plus de sigma info et des sigma maths, j'ai juste un sigma ici, un sigma carré avec un sigma sigma. Donc, je peux éliminer ça ici avec ça ici et éventuellement simplifier, et je peux assez facilement démontrer que là, je me retrouve dans un cas où tout est linéaire. Donc, ça, c'est un vrai classifieur linéaire, où W1, c'est mu math moins mu info divisé par sigma carré, puis le biais, c'est l'équation, est obtenu par l'équation suivante.
Dans le cas où j'aurais des données en D dimensions, tel que c'est démontré dans le livre de Bishop, on peut obtenir, bon ici on obtient quoi? On a un vecteur W fois X qui est un vecteur en D dimensions, plus un biais. Ben, le vecteur W est obtenu comme ceci. Donc ça, c'est la matrice de variance-covariance, hein, variance-covariance. La matrice variance-covariance, fois la différence entre les vecteurs des deux classes, puis le biais est obtenu ni plus ni moins de la même façon. Encore là, ici, je suppose que la matrice de variance-covariance est la même pour les deux classes, sigma. Si la matrice de variance-covariance n'est pas la même pour les deux classes, au chapitre 4.2.2 du livre de Bishop, on illustre que ni plus ni moins, ce qu'on peut faire, c'est prendre la matrice de variance-covariance de la première classe et de la deuxième et les combiner ensemble pour obtenir juste une valeur de sigma qui serait une espèce de matrice de variance-covariance moyenne entre les deux. Et ainsi utiliser la méthode de classification linéaire que voici. Une autre simplification qu'on pourrait faire, c'est de supposer que P info égale à P math. Ça veut dire que si j'émets cette hypothèse-là, j'en viens à la conclusion qu'il y a à peu près autant d'étudiants d'informatique qui ont suivi l'examen que d'étudiants en maths. Donc, si ça c'est le cas, ben sigma info, P d'info et P math peuvent être simplifiés. Même chose ici. Et là, ici, je me retrouve avec log de P info sur P math, mais si c'est égal, ça me fait log de 1, puis log de 1, c'est 0, donc on peut l'éliminer. Et si je fais ça, je me retrouve uniquement avec quoi? Le terme ici qui est une vraisemblance, puis le terme qui est ici qui est une autre vraisemblance. Donc, si j'émets cette hypothèse-là, je me retrouve dans un cas de figure de maximum de vraisemblance. Donc, je cherche à maximiser la vraisemblance. Je considère plus l'a priori. Je regarde juste la distribution gaussienne d'une classe, la distribution gaussienne de la deuxième classe, et j'assigne l'étiquette de classe associée à la classe la plus probable, ce qui revient à un